Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer notre voyage dans le XXe siècle et nous intéresser à la France dans l'entre-deux-guerres. Nous sommes en 1929, à la veille d'un événement économique majeur. Il va avoir des répercussions considérables sur l'ensemble des puissances du monde, je parle de la crise financière. Tout débute par le jeudi noir d'octobre 1929. Ce jour-là, après une hausse continue et spectaculaire depuis une décennie, le Dow Jones, qui est la principale bourse américaine, perd plus de 20% de sa valeur en une matinée et puis continue sa dégringolade les jours suivants. Et alors me direz-vous, tout cela c'est de l'économie casino, tant pis pour eux. Sauf que non. La bourse, c'est-à-dire la plateforme d'échange de titres de propriété des grandes entreprises, est un chaînon du capitalisme. Et à ce titre, une baisse aussi rapide et marquée de celle-ci impacte l'économie réelle. Intéressons-nous de plus près à cette crise qui va impacter l'ensemble des pays développés. La décennie qui annonce 1929 se caractérise, globalement, pour les pays développés de l'époque, États-Unis, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Japon, Russie, par une forte croissance économique. Les États-Unis, nouvel épicentre financier du monde, assistent à la naissance et au développement d'une bulle spéculative boursière. En effet, la croissance économique est soutenue, mais la hausse des cours est largement supérieure, de 5% pour l'économie réelle contre 18% pour les marchés en moyenne. Les banques et médias de l'époque encouragent le phénomène, on prête à des particuliers qui s'endettent à crédit pour spéculer sur la bourse dans l'espoir de pouvoir revendre leurs actions plus tard et d'empocher un bon bénéfice. L'indice Dow Jones continue de grimper et atteint 380 points le 3 septembre 1929. Seulement voilà, la détention d'actions à crédit nécessite une hausse continuelle de la bourse. En cas de baisse des cours, le détenteur d'actions risque d'être ruiné et va donc vendre rapidement ses actions pour limiter la perte d'argent, ce qui reproduit à grande échelle est catastrophique. Ainsi, quelques jours avant le krach, on assiste à des ventes massives, avec des prises de bénéfices, mais elles commencent à entraîner les cours à la baisse. C'est alors qu'arrive le jeudi noir. On ne trouve que peu d'acheteurs le matin, les cours s'effondrent. À midi, l'indice Dow Jones a perdu plus de 20% de sa valeur. De nombreux spéculateurs doivent vendre pour éviter la faillite. Je vous passe les détails. Le 13 novembre 1929, environ 20 jours plus tard, le Dow Jones a perdu 40% de sa valeur, il est autour de 200 points. Pour vous donner un ordre de grandeur, en quelques jours, la perte virtuelle sur les marchés représente 10 fois le budget de l'État fédéral américain. L'économie réelle va être impactée. Les mois suivants, les agents économiques, c'est-à-dire les consommateurs et investisseurs, n'ont plus confiance pour certains et pour d'autres ne peuvent rembourser. Les banques accusent des pertes et restreignent l'accès au crédit. Les entreprises connaissent des difficultés de trésorerie croissantes, certaines font faillite. Les épargnants perdant confiance veulent retirer leur argent, ce qui accroît l'instabilité bancaire à tel point que la crise devient bancaire à partir de 1930. Dès lors, un cycle déflationniste s'enclenche, c'est-à-dire un cycle de baisse des prix. Les banques ne prêtent peu ou plus. La consommation chute, on attend que les prix baissent. La production est aussi impactée car il y a moins de consommation et peu de crédit. Bref, vous l'aurez compris, on rentre dans un cercle vicieux et la crise devient économique à partir de 1931. Elle va toucher inégalement les pays avancés. Pourquoi ? D'abord parce que ces économies sont interconnectées. Les banques américaines ont des capitaux placés à l'étranger et les rapatrient. Cela entraîne une propagation progressive au reste de l'Europe. Ensuite, chaque État va réagir différemment à ce qui est devenu une crise économique majeure. Revenons-en à notre chère France. Comme expliqué dans la vidéo précédente, Raymond Poincaré, grand vainqueur des élections de 1928 et président du Conseil, dote la France de ce qu'on appelle le franc Poincaré. Il s'agit d'un franc dévalué qui va accélérer le développement industriel français. Poincaré démissionne en juillet 1929 à cause de la maladie. Le plan Young est signé en juin 1929. Il permet à l'Allemagne de rééchelonner à la fois le paiement du restant de ses annuités de réparation de guerre et ses remboursements liés à sa dette publique. Son successeur André Tardieu va devoir faire face à cette crise économique qui arrive. Oui, je sais, il n'est pas au top de la séduction, mais qui a dit que c'était un critère pour faire de la politique ? Et puis vilain, l'est-il vraiment ? Là c'est mieux, coupe de cheveux impeccable, undercut, dégradé maîtrisé, petite paire de lunettes qui donne l'air intello, peut servir accessoirement pour lire, il a tout de suite une dimension de chef d'État. Bon, je parle pas de la moustache, c'est un autre attribut d'un célèbre homme d'outre-Rhin. Notre pause fashion est terminée. Reprenons. Si les années 20 furent dominées par la question du paiement des réparations de guerre allemandes, les années 30 sont dominées par la menace allemande renaissante et active. Encore eux. Nous sommes en 1930. André Tardieu est président du Conseil. Or, sans Poincaré, aucune majorité stable ne se constitue. Dès lors, entre 1930 et 1932, se succéderont différents cabinets, c'est-à-dire ministères, c'est-à-dire gouvernements, Chotan, Stig, Laval. André Tardieu composera et dirigera 3 gouvernements.
Bon, les joies d'un régime d'assemblée, l'instabilité permanente. Dur d'y trouver un fil conducteur et un intérêt pour le profané en histoire. Toujours est-il que ces différents gouvernements vont devoir affronter la crise économique qui atteint la France fin 1931. La production industrielle n'est plus que de 72% de celle de 1929, donc on a une chute de presque 30%. Le chômage augmente, mais sera néanmoins modéré, 300 000 chômeurs pour un pays de 40 millions d'habitants, en raison de l'émigration-expulsion des travailleurs étrangers. Oui, à l'époque, on prenait des mesures vigoureuses à l'écart des étrangers. En 1932, l'Allemagne comptabilise 5 500 000 chômeurs et le Royaume-Uni 2,2 millions. Les États vont agir en ordre dispersé pour lutter contre la crise économique. Les États-Unis, par l'intermédiaire du président Hoover, puis son successeur Roosevelt, vont faire échouer les tentatives d'accord. De ce fait, chaque pays agit comme il le peut. Le ministère Herriot tombe sur la question du paiement de la dette aux Américains. Tomber, c'est une image, hein. La France décidera unilatéralement de ne pas payer ses dettes aux États-Unis et le Royaume-Uni proposera de payer un montant symbolique. Conséquence, une grande tension entre l'Europe et les États-Unis se crée au moment où l'union était nécessaire. C'est l'heure de la page réclame. J'en profite pour te dire que si tu apprécies mes vidéos, je t'invite à aimer, partager, commenter et t'abonner sans oublier d'activer la petite cloche de notification. Ça fait toujours plaisir par rapport au travail accompli. Allez, on y retourne. La France va tenter de remédier à la crise économique grâce à une politique de déflation de 1931 à 1936. Elle sera un véritable échec. Une politique de déflation consiste à diminuer les dépenses de l'État pour maintenir le cours de la monnaie. J'en reparlerai plus tard. Les Allemands vont l'expérimenter jusqu'en 1932. Elle va accélérer la dépression économique et amener Hitler au pouvoir. Bien joué les champions. En gros, lorsque l'on est dans un contexte économique où la croissance est faible ou négative, comprimant encore plus la demande globale en baissant les dépenses de l'État et ou en réduisant les salaires des fonctionnaires, ne fait qu'accentuer la crise et amplifie le phénomène dépressif. En mai 1931, Paul Doumer est élu président de la République, rôle essentiellement honorifique sous la Troisième République. Mais il est assassiné le 5 mai 1932 par un anarchiste. Il est remplacé par Albert Lebrun, dont De Gaulle dira, au fond, comme chef de l'État, deux choses lui avaient manqué, qu'il fût un chef, qu'il eût un État. Les élections générales de 1932 donnent une majorité à la gauche qui va suivre, à travers ses différents ministères, comme vu précédemment, une politique économique de déflation. La crise de 1929 va accélérer l'histoire. Le chancelier Brüning va mener une politique de déflation sévère qui va aggraver la crise économique allemande. L'ascension au pouvoir d'Hitler paraît inarrêtable. Son parti nazi réalise 37% des voix en juillet 1932, puis 33% en novembre 1932. Il devient chancelier début 1933 et va immédiatement chercher à détruire la démocratie pour imposer un système totalitaire. Il va aussi décider du réarmement de l'Allemagne et va tester l'opposition des pays européens. C'est pourquoi, en 1932, la France signe un pacte de non-agression avec l'URSS. Il sera complété en 1935 par le pacte franco-soviétique, qui lui est un pacte d'assistance mutuelle afin de prémunir le risque du réarmement allemand. La France et l'Italie fasciste de Mussolini se rapprochent et signent un accord en 1935. L'idée de normaliser les relations face à la menace concrète d'une Allemagne décidée à se réarmer. Sur le plan intérieur, en 1934, éclate l'affaire Stavisky, une sorte de Madoff français. Jusque-là, rien à signaler, me direz-vous, sauf que notre homme a réussi à corrompre des députés français. Le régime parlementaire, contesté à juste titre pour son manque d'efficacité, va connaître un épisode important. L'affaire suscite des manifestations de divers groupes antiparlementaristes. Le mouvement est hétéroclite. Royalistes, francistes, jeunes patriotes et surtout les Croix de Feu, association d'anciens combattants. Le 6 février 1934, plus de 100 000 personnes se réunissent à la Concorde pour marcher sur la Chambre des députés, c'est-à-dire prendre le pouvoir. La République se défend face à l'émeute et une centaine de manifestants sont tués. L'émotion est immense. Le gouvernement démissionne, Gaston Doumergue devient le nouveau président du Conseil et se fait accorder les pleins pouvoirs financiers grâce au décret-loi. Des manifestations en faveur de la République ont lieu le 9 et 12 novembre 1934. Elles rassemblent 150 000 personnes. La politique de déflation continue jusqu'en 1936 et va même s'accentuer en 1935 lorsque le gouvernement Laval décide de baisser par décret-loi de 10% le salaire des fonctionnaires. Je me suis pas mal penché sur la vie économique, politique et diplomatique française sur cette période. Mais qu'en fut-il de l'armée ? Comme je l'ai indiqué dans la vidéo sur les causes de la défaite de 1940, le lien s'affiche ci-dessus, la France va arrêter de penser la question militaire après la Première Guerre mondiale. L'institution militaire va se fossiliser, pour reprendre le terme du spécialiste Michel Goya. En témoigne de cette règle d'imprimatur, c'est-à-dire d'autorisation d'imprimer, qui surviendra après la publication en 1935 du livre intitulé « Vers l'armée de métier » du colonel de Gaulle.
Ce dernier se verra violemment attaqué par l'institution et les officiels. On aime bien brûler les Cassandres en France. La conception de Pétain, au lendemain de la Première Guerre mondiale, vise à assurer l'inviolabilité du territoire. Elle est purement défensive. Elle s'impose et plus tard, on construit la ligne Maginot de 1928 à 1938. Il s'agit d'une sorte de ligne défensive supposée protéger la France. Sa construction va coûter cher, plus de 5 milliards de francs de 1930 à 1936, soit 1,6% du budget de l'État sur la période. Pour donner un ordre de grandeur, la ligne Maginot aurait coûté autour de 38 milliards d'euros. Ainsi, selon Michel Goya, spécialiste des questions militaires, la conception défensive va se retourner contre le ministère de la Guerre, transformant les armées françaises de force d'intervention en une structure nouvelle, finalement apte à peu de choses. La dilution de l'autorité et des responsabilités entre personnes et organismes divers, la réduction des effectifs causée par la réduction du service militaire à 1 an à partir de 1928, la perte de sens des militaires au sein de l'institution militaire fragilise grandement l'armée française. On est en marche vers la catastrophe. Le gouvernement va se payer le luxe de réduire d'un tiers les dépenses militaires de 1933 à 1935 alors qu'Hitler est au pouvoir et qu'il saisit le moindre prétexte pour armer son pays. L'épreuve de force arrive en mars 1936 lorsqu'Hitler décide de remilitariser la Rhénanie. Or, la France est en pleine période électorale et l'opinion publique ne saisit pas l'enjeu de cet événement. La France consulte son allié britannique qui ne veut pas intervenir. On le suit et le gouvernement décide de ne rien faire. Hitler jubile, son coup de poker a fonctionné grâce à la lâcheté française et britannique. Une simple mobilisation française avec menace d'intervention directe l'aurait obligé à reculer. La Wehrmacht de 1936 n'est pas encore prête à affronter la France. Pour cet ensemble de raisons, dès 1936, l'avenir de la France paraît incertain. D'autant plus qu'Hitler avait envoyé des signaux inquiétants. En 1934, il avait signé un pacte de non-agression avec la Pologne qui n'a pas saisi le danger qu'il représente. Elle va le comprendre après. Il avait aussi encouragé l'assassinat du chancelier autrichien Dollfuss par des nazis autrichiens qui étaient férocement attachés à l'indépendance de l'Autriche. Hitler poursuit le réarmement massif de l'Allemagne, son prestige est intact. Les esprits fins comprirent que la guerre est inévitable, à terme, avec l'Allemagne. La France va pourtant avoir d'autres possibilités d'échapper à son destin tragique. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, bonne journée et à très bientôt.